Ce que je vais faire, c'est vous donner une méthode alternative qui va vous permettre d'avoir une bonne idée de ce que la maison pourrait valoir, mais je vais pas vous aider à fixer un prix. De toute façon, Lucie, tu le sais, même si je faisais le meilleur calcul du monde et que j'arrivais à 687 722 dollars et 19, il n'y a aucune chance pour que la maison se vende à ce prix-là. Puis ça arrive, cours te chercher un 649. C'est pas nous qui décidons des prix, c'est pas les vendeurs qui décident des prix, c'est les acheteurs. Ça va? Bon, maintenant, les acheteurs, la plupart sont des acheteurs d'expérience. Ils ont déjà acheté plusieurs maisons, ils connaissent la game, ils ont déjà visité d'autres maisons, ils ont comparé. Puis des fois, là, je sais pas, Geneviève, si ça t'arrive, parce que je t'interpelle parce que je sais que tu as, un bon volume de transactions annuelles, donc ça doit t'arriver peut-être quelquefois. Est-ce que tu rentres des fois dans des maisons avec des acheteurs, ils donnent un petit coup de pied dans la plainte, et puis ils regardent ça, ils font, non, ouais, c'est 20 000 trop cher. On sait pas d'où ça sort, mais ils ont le prix juste. Ça t'arrive des fois? Oui, ben en fait, c'est un peu comme ça, moi, que je fais mes prix aussi, là. C'est étonnant, hein? Ouais, Fait ben que c'est les acheteurs expérimentés. nous, on prend des cours, on utilise des méthodes, on fait des calculs, on va dans Excel, on va dans Matrix, on fouille, on fait un tas de trucs, puis eux, ils arrivent là, ils sortent de la job, ils prennent leur voiture, ils viennent faire une visite, ils arrivent dans la maison, ils font, ouais, c'est bien listé. Comment ils font? Comment ils font? Ils ont une calculatrice cachée quelque part, je sais pas. OK? Donc, on va essayer aujourd'hui d'approcher le plus possible le vrai prix, le prix de mise en marché idéal. Et pour faire plaisir à mes amis évaluateurs agréés que j'estime beaucoup, je vais me servir comme base de l'évaluation municipale. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, Pascal, l'évaluation municipale, là, tu sais, elle représente pas la réalité. C'est vrai. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de maisons en ce moment qui se vendent à leur évaluation municipale. Il y en a qui se vendent en dessous, il y en a qui se vendent au-dessus, mais pas vraiment à l'évaluation. Mais on a dit que l'évaluation et la valeur marchande, c'était quand même deux choses différentes. Que vaut la maison pour une banque? Que vaut la maison pour un acheteur? Que vaut la maison aux fins de taxation? Que vaut la maison pour ses matériaux? Tout ça, c'est des valeurs différentes. Marc-André, Ah, OK, oui, excuse-moi, j'attendais. c'est Alors, correct, c'est ton tour. non, 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 moi, la manière que je m'y prends, parce que ça m'est arrivé de faire des transactions en banlieue, c'est que j'essaie de trouver dans la même ville, tu sais, on a souvent sur nos fiches le pourcentage versus la valeur, puis j'essaie de trouver un point commun, puis je me dis, bien, cette propriété, si toutes les propriétés autour se vendent à 118%, mais je vais afficher la mienne à 118%. Ouais. Puis actuellement, ça marche. On va aller là. On va aller là. Puis là, je suis pas content parce que tu vends mes punchs, là, donc je vais couper ton micro. C'est une blague. Euh, Mais oui, on va effectivement se servir de cette information puisque Centris nous la donne, exploitons-la, mais on va l'exploiter du point de vue mathématique en calculant les marges d'erreur. Je t'explique, c'est très simple. Quand tu vends, on va utiliser cette technique-là, c'est une technique de ratio qui fonctionne en commercial, OK? Donc, en commercial, on va dire par exemple, ces propriétés se vendent en moyenne à, je sais pas moi, 7 fois le revenu brut ou 12 fois le revenu net. D'accord? Mais si vous me dites 12 fois le revenu net à plus ou moins 7, ça veut dire qu'il y a des propriétés qui se vendent à 5 fois le revenu net et d'autres qui se vendent à 19 fois le revenu net. Là, évidemment, mon échantillonnage est trop hétérogène pour que je puisse me baser sur le ratio. Ça va? Est-ce que vous connaissez cette courbe en forme de cloche qu'on appelle la courbe normale ou la courbe de Gauss? L'avez-vous déjà vue? Ça vous dit quelque chose? OK. Cette courbe-là, elle nous dit que généralement, quand on fait un échantillonnage statistique, euh, les données semblent se regrouper vers la moyenne et plus on s'éloigne de la moyenne, moins il y a de données. Comme par exemple, si je lance 2 dés, 6 faces, hein, numérotés de 1 à 6 chacun, je lance 2 dés, je devrais avoir euh, le chiffre qui va revenir le plus souvent, c'est le 7. Parce que le 7, je peux le faire
de 6 façons différentes en combinant un 1 et un 6 ou un 6 et un 1, 4 et 3, 3 et 4 ou 5 et 2 ou 2 et 5. J'ai donc 6 chances sur 36 de faire 7. C'est ma meilleure probabilité. J'ai aucune façon de faire, j'ai pas d'autre façon de faire 7 et j'ai aucune autre combinaison de dés qui m'amène à 6 sur 36. Par exemple, si je veux faire 12, eh bien, je n'ai qu'une seule façon de le faire, une chance sur 36, c'est le double 6. Et on voit comme ça que ça forme une espèce de pyramide. Et plus on a de données, plus la pyramide s'affine et finalement devient une cloche en forme de comme un dos de dinosaure, là, hein? Un dos de diplodocus, là. Ça vous dit quelque chose? Diplodocus? Non? Ok. Je vais utiliser des expressions plus modernes à l'avenir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'écart type à la moyenne. Et là, vous allez voir, dans Excel, c'est une seule formule, c'est hyper simple. Et on va dire, à plus ou moins la marge d'erreur, j'ai 70% de mon échantillon qui se retrouve là. Plus la marge d'erreur est grande, Marc-André, plus l'échantillonnage est hétérogène. Ça veut dire quoi, hétérogène? Hétéro, ça veut dire différent. Hétéro, deux sexes. Homme-femme, hétéro. D'accord? Homogène, homo, deux mêmes sexes. Homme-homme, femme-femme. Ça marche? Bon, et toute autre variation possible. C'était juste pour expliquer c'était quoi hétéro versus homo. Donc, plus l'échantillon est homogène, plus les comparables se ressemblent, plus les maisons, c'est comme les secteurs avec des pennes de lait tout alignées les unes à côté des autres, là. OK? Alors, plus les maisons sont comparables, avec des caractéristiques comparables, plus on est proche de la moyenne, plus le ratio, Marc-André, dont tu as parlé, est fiable et peut être utilisé pour évaluer la valeur d'une propriété. Donc, pour moi, cette valeur de 1,22 fois l'évaluation municipale est une donnée potentiellement exploitable, mais elle ne vaut rien tant que je ne sais pas si elle est fiable. Et pour savoir si elle est fiable, j'ai un calcul de marge d'erreur à faire et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais aller dans Matrix maintenant et me lancer le défi de trouver la valeur d'une propriété dans le quartier de Blainville. Donc, suivez-moi, vous allez voir le mode, vous allez voir le raisonnement et la façon de travailler. Donc, je suis dans Matrix, je vais faire une recherche. Et alors, encore, Marc-André, j'ai parlé tantôt, je t'interpelle parce que je te vois, tu es juste en dessous de ma vignette dans les photos, puis on revient encore sur ce truc de ratio. Le... Ah, j'ai perdu mon idée. Ah oui, alors avant toute chose, il y a une petite préparation à faire avant la recherche. OK? Si je pensais à toi parce que je pensais au ratio. Regardez, on va aller dans mon matrix affichage personnalisé. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent comment ça fonctionne et qui ont déjà personnalisé des affichages? Quelques-uns? OK. On va faire d'une pierre deux coups. Je vous montre. Donc, je vais dans mon matrix affichage personnalisé. Ce que ça va faire, les affichages personnalisés, là, je vais aller vous montrer l'effet. Donc ici, résultat. Ici, vous avez dans les affichages, vous avez l'affichage partiel, le partiel avec photo, vous avez l'affichage détaillé, puis l'affichage sommaire. Eh bien, il y a moyen d'ajouter des affichages personnalisés à ce menu déroulant et je vais vous montrer comment. Donc, premièrement, je vais dans Matrix, je vais dans, mon matrix en haut, affichage personnalisé, et puis je vais ajouter un affichage. Suivez-moi. Ajouter, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler cours évaluation. D'accord? Ensuite, je peux mettre tout ce que je veux. Ce seront les colonnes qui vont s'afficher à l'écran. Quand je vais switcher d'affichage, c'est ce que je vais voir. Fait que, mettons que vous vous dites, moi, je voudrais voir toutes les maisons qui ont, qui acceptent les animaux, mettons. Toutes les copropriétés qui acceptent les animaux. Fait que vous pourriez prendre animal, vous pourriez l'ajouter ici, puis vous pourriez ensuite filtrer l'affichage en disant, toutes celles qui affichent animal, je les coche, toutes les autres, je les coche pas. Je raffine mon affichage
Et ensuite, je reviens à l'affichage partiel. Maintenant, je sais quelles sont les copropriétés qui peuvent avoir des animaux. J'ai pas besoin d'aller lire les déclarations de copropriété. Maintenant, c'est à condition aussi que le courtier ait bien cliqué ça dans ses options au moment de la saisie à la source. On comprend que je vois à la moue que fait Jean que c'est malheureusement par expérience pas toujours le cas. C'est ça? Ouais, ok. Bref, je vais retirer animal parce que c'est pas ça que je cherche. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le ratio ici qui s'appelle prix-évaluation. Donc, ça s'appelle ratio prix-évaluation. Je l'ajoute, tout simplement. C'est ce fameux chiffre de 1, quelque chose que vous voyez entre parenthèses à côté des prix et qui dit à combien c'est par rapport à l'évaluation. Donc, prix-évaluation, quand vous avez une fiche descriptive en vigueur, c'est par rapport au prix affiché. Si vous le faites par rapport à un prix vendu, le calcul se fait par rapport au prix vendu. Ça va? Donc, le prix est variable là. Ça dépend si vous prenez un vendu, un à vendre, un expiré. OK? Donc, j'ai ceci. Je vais simplement en bas sauvegarder. Et maintenant que c'est sauvegardé, eh bien, j'ai un nouvel affichage qui est devenu disponible. Je vais vous le montrer. Donc, si je viens ici dans ma section des affichages, j'ai maintenant un nouvel affichage qui s'appelle Cours Éval. Et il y a un petit mon en avant pour dire que c'est mon affichage personnalisé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Cette étape-là, elle est facile? Très bien. J'espère en même temps que par le biais de ce cours, vous avez découvert une nouvelle fonction et que ça vous permettra de simplifier vos recherches, notamment, hein, est-ce que c'est permis d'avoir des animaux? Est-ce qu'il y a des espaces de stationnement ou peu importe, vous avez un tas de critères que vous pouvez activer et voir dans ce cas-là. Donc, je vais revenir à ma recherche maintenant. Unifamilial général, j'ai dit que j'allais aller à Blainville. Et à Blainville, je vais faire une recherche pour des propriétés qui se sont vendues entre 2025 0301 jusqu'à 2025 1231. Ensuite, ah oui, pourquoi je ne saute pas une année? Pourquoi je ne le fais pas de mars à mars, par exemple? Parce que les évaluations municipales peuvent changer hein, selon les rôles triennaux et des choses comme ça. Les évaluations municipales changent. Et si je prends des propriétés qui sont à cheval entre deux périodes où la valeur au rôle a changé, je me retrouve avec des ratios qui sont calculés sur des bases différentes. Exemple, Stéphane, tu as une maison qui s'est vendue 150 000, évaluée 100 000. Donc, un ratio de 1,5. OK? Passe l'année. Et là, à partir de janvier, l'évaluation est maintenant à 150 000, mettons. Ben, la maison qui s'est vendue 150, évaluée 150, est maintenant un ratio de 1. Mais ça change rien par rapport à l'évaluation de la valeur marchande. C'est juste que notre base de référence a changé, donc le ratio a changé. Mais je pourrais pas après repartir en janvier et dire, ah ben maintenant que tout est monté à 150, cette maison-là vaut 50% plus que sa valeur, donc 225 000. Je peux pas aller là. Elle n'a pas jumpé de 150 à 225. C'est le ratio qui a changé, pas la valeur. Donc, on essaye de rester dans le même rôle de manière à ce qu'il n'y ait pas cette fluctuation de ratio et qu'on puisse, en fait, on aurait les bons chiffres, mais on aurait des marges d'erreur énormes et ça nous ferait dire que le ratio peut pas être utilisé. Donc, c'est pour ça que moi, je vais chercher mon échantillonnage dans la période la plus proche d'où je suis, mais où je suis certain que le rôle n'a pas changé entre les deux. C'est clair pour mes dates? OK. Maintenant, je continue. Donc, une maison à étage isolée avec 4 chambres et plus, 2 salles de bain et plus. Je veux un garage double. Je veux un sous-sol 6 pieds plus. Pas mal, hein? J'en ai quand même 100.
qui se sont vendus. OK? Allez, on se fait plaisir, on rajoute une piscine creusée. 76. Je m'arrête là. J'ai besoin d'avoir, Alia, une masse critique intéressante. OK? Est-ce que je peux faire une moyenne en disant, ben regarde, Joseph, il a eu 80% à son examen de maths et moi j'ai eu 80 aussi, donc la moyenne de la classe est 80. Est-ce que c'est un bon ratio? Non, l'échantillonnage n'est pas suffisant. Si on prend les 30 élèves et que les 30 ont eu 80, là je peux dire que mon ratio est fiable. Donc plus je vais avoir d'éléments dans mon échantillonnage, et on parle on parle un peu de mathématiques ici, je veux pas rentrer dans les complexités, d'accord? Mais plus on a d'éléments dans notre échantillon, plus fiables seront les données. C'est clair pour vous? Alors, même si ça a l'air beaucoup, ben voyons, Pascal, ça n'a pas de sens. On va pas prendre 76 vendus pour établir la valeur marchande d'une maison. Non, c'est pas la valeur marchande qu'on établit ici, c'est un ratio. Et on veut de la fiabilité sur le ratio. Puis plus le ratio va être fiable, plus je vais avoir de précision après quand je vais faire mon évaluation de valeur marchande en me servant de ce ratio. C'est là qu'est la nuance. Est-ce que c'est clair, Jean-Pierre, pour toi? Très bien. Donc, je vais afficher maintenant mes résultats ici. Je vais demander à en afficher 100 par page, hein, comme ça je vois tout. Et par la même occasion, ah ben non, il n'y en a pas. Je vous aurais montré que si on voit le chiffre, le numéro MLS en gras, c'est que ce sont des inscriptions de votre agence. Hein, des fois, on se demande, il y a des maisons Charisma ou des maisons l'expert immobilier dans mon secteur? Eh bien, moi, je peux vous dire ici qu'il n'y a pas de maison Charisma, parce que je suis courtier Charisma et donc je suis connecté au bureau Charisma. Il n'y a pas d'inscription de Charisma parmi cet échantillonnage-là. Sinon, j'aurais eu le numéro Centris en gras. Je vais maintenant sélectionner mon affichage et regarder ce qui va arriver. Tout le monde est là? En un clic, juste cliquer ici sur cours éval et boum, mon affichage vient de se transformer et la colonne ou les colonnes que j'avais demandé à afficher passent à l'écran. Une façon intelligente, Geneviève, d'extraire des données quand on les cherche, hein, on passe d'un affichage à l'autre, y a-tu le droit d'avoir des animaux? Poum, on a un affichage animal, celle-là, oui, c'est réglé. C'est bon? Pas besoin de fouiller. Maintenant, j'ai mon échantillon. Maintenant, il faut traiter les données. Alors, pour traiter les données, moi, je vais utiliser Excel, mais vous pouvez aussi utiliser, si vous n'avez pas la version payante de cet outil de Microsoft, vous pouvez utiliser des outils gratuits, du moment que vous avez un tableur qui peut faire des calculs pour vous et que vous avez les formules pour la moyenne et l'écart type, c'est réglé. J'ai pas essayé de le mettre dans ChatGPT en lui disant, voici un échantillonnage, calcule-moi la moyenne. Moi, je suis habitué avec ça, mais ça vaudrait la peine de l'essayer. D'accord? Donc, je suppose qu'il doit être capable de le faire. Il faut encore qu'il puisse comprendre que ce sont des vraies données. Alors, regardez pour la sélection ce que je vais faire. Une petite particularité ici, puis souvent, quand les gens me disent « je suis pas arrivé à refaire ce que tu avais fait à l'écran », souvent, c'est à cause de ça. Donc, soyez attentifs ici. Je vais sélectionner la dernière donnée ici avec ma souris. Je maintiens le bouton de gauche et je remonte pour sélectionner toute ma colonne jusqu'à éval%. Et je sélectionne éval% avec. Ça marche? Ensuite, copier-coller, je mets en mémoire ici. Donc, je vais faire ici copier les données. Je m'en vais dans Excel et je vais faire ici coller les données. C'est tout. Mes données sont maintenant dans la feuille Excel. J'ai transposé l'information de Matrix dans Excel. OK? Je vais revenir en arrière parce que il y a une autre chose que je veux vous montrer. Donc, je vais rabaisser ça. Vous pouvez aussi, puis ça va nous être utile tantôt, vous allez voir comment, vous pouvez aussi classer les colonnes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Je retourne à l'affichage partiel. Je veux les avoir par prix croissant, par exemple. Donc, je clique une fois sur la colonne de prix. Ils vont se classer par prix croissant.
Je reclique sur la colonne de prix une deuxième fois, il se reclasse, mais cette fois par ordre décroissant. Ça peut être intéressant aussi de dire à un client, regardez, les maisons se sont vendues entre 760 et 2,7 millions, mais si je regarde vraiment pour une maison comme la vôtre, avec les 4 chambres au même palier et tout, ben, ça se vend, mettons, entre 1 million et 1,125 million. J'ai 15 comparables. Voici la liste. Et là, vous avez une liste ordonnée et vous savez que les acheteurs vont, à caractéristiques égales, souvent aller visiter les moins chers avant d'aller visiter les plus chers. Donc, ça peut être intéressant aussi de présenter des fois des données classées ou triées pour les clients. Bref, je reviens à mon affichage ici et moi, je vais trier mes ratios du plus petit au plus grand ratio. Je refais ma sélection. C'est fait. Copier. Excel. Je vais effacer ça pour pas me mêler. Et ensuite, je vais coller. Et voilà mes données collées ici, ordonnées du plus petit au plus grand. Ça marche? Je rappelle à tout le monde que ça, c'est le prix vendu sur évaluation municipale. Alors, moi, j'ai Excel en français. Donc, pour le moment, il comprend pas le point qui sépare les chiffres. Il comprend pas que c'est une virgule. Donc, moi, j'ai un petit travail supplémentaire à faire, mais je vous le montre exprès pour que ceux qui utilisent Excel en français ne soient pas bloqués comme je l'ai déjà été. Donc, tout ce que je vais faire ici, c'est sélectionner ma colonne. Ensuite, je vais aller dans l'outil de recherche, c'est la petite loupe en haut, et je vais lui demander de remplacer tout simplement tous les points par des virgules. Il a fait 76 remplacements et j'ai maintenant des virgules ici à la place des points. Ça veut dire que Excel comprend que maintenant, ces informations-là sont des chiffres. C'est clair? Très bien. Dans une case à côté, peu importe laquelle, je vais calculer une moyenne. Donc, dans Excel, je fais d'abord le chiffre plus pour dire que j'ajoute une fonction. Ensuite, j'écris le nom de la fonction. Elle s'appelle moyenne. Vous voyez, elle existe ici. Puis les fonctions, c'est pas des trucs barbares, là, comme des équations mathématiques. C'est vraiment des vrais mots. Avec moyenne. Puis il me dit que je dois mettre tous les nombres séparés par un point-virgule. Alors, la bonne nouvelle, vous n'allez pas devoir les retaper tous un par un. Vous avez juste à sélectionner la plage de données ici. Et il sait que c'est toutes les données qui sont de D4 à D79. Vous fermez la parenthèse et voilà, la moyenne vient d'être calculée. C'est bon? Parfait. Ça, Marc-André, je sais toujours pas si c'est bon ou pas comme moyenne. Parfait. Maintenant, je vais calculer l'écart type. Je vais aller en dessous, ici, et je vais faire plus écart. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'écart moyen. Donc, plus écart moyen de la même plage. Et l'écart moyen est d'une valeur de 8,16. Pour l'instant, je sais toujours pas ce que ça veut dire, je me rends pas compte. Mais je vais faire un petit calcul à côté. Donc, je vais dire que 8,16 par rapport à 112, ça représente combien de pourcents? Ben, je fais 8 divisé par 112, ça me donne 7%. Et 7%, les amis, là, 7% de marge d'erreur, c'est déjà très, très, très bon, là. On pourrait déjà utiliser le ratio tel quel. Si on est capable de descendre en bas de 5% de marge d'erreur, ça serait formidable, mais à 7%, je suis capable de travailler avec. Ça veut dire que la maison de 100 000, elle vaut entre 93 et 107. C'est quand même assez précis, hein? Ayoub? Ce serait quoi la marge d'erreur, le pourcentage de marge d'erreur maximum à ne pas dépasser? Ah, écoute, je te dirais qu'au-dessus de 10%, je vais travailler mes données parce que moi, je suis pas satisfait de ça. Tu sais, sur une maison d'1 million, 10%, c'est vraiment beaucoup d'argent. Ok, parfait, merci. OK? Moi, je préférerais avoir être en bas de 10, idéalement le plus proche possible de 5 ou encore en bas. Donc, plus mon échantillon va être homogène, plus les données vont se rapprocher autour de la moyenne, plus les écarts types vont être proches les uns des autres, donc moins la marge d'erreur sera grande, et donc plus ma moyenne sera une donnée fiable. Si je vais dans un secteur où il y a
toutes des maisons différentes dispersées partout autour du lac et que finalement, j'essaye de faire une moyenne de ça, j'obtiens un ratio de 1,12. Je me dis, ah, c'est parfait, 1,12, mais je calcule ma marge d'erreur et ma marge d'erreur est de 43%. Ben, je comprends que là, toutes mes données sont vraiment très étalées puis qu'elles n'ont absolument rien en commun. C'est parfaitement hétérogène. Ça marche? Et dans ce cas-là, évidemment, mon 1,12 ne vaut rien du tout. En fait, c'est une donnée exacte, mais elle n'a pas le droit d'être réutilisée. C'est bon? Donc, ce que je vais faire ici avec vous, c'est d'essayer d'affiner ma moyenne. Joseph, dans notre classe de maths, on est bons tous les deux à 80. Mais il y a toujours un ou deux génies qui font 100 et qui faussent un peu la moyenne. Hein? Tu les connais, ceux-là. Mais regarde, les deux génies, là, je vais les enlever. C'est ceux du bas, là. Je les supprime. Puis, les deux cancres qui ont manqué 5-6 fois le cours et qui font tomber la moyenne. Ceux-là ici, là, je les élimine aussi. As-tu vu, Ayoub, qu'en enlevant deux données extrêmes et deux données extrêmes de l'autre côté, je viens de passer de 7 à 5,79 de précision. Je suis toujours à 1,12, mais c'est les chiffres derrière la virgule qui changent. À un moment donné, faut pas essayer de couper les cheveux en quatre, hein. OK? Quand on se rend compte que le 1,12, il reste stable, peu importe ce qu'on enlève ou qu'on retire. Regardez, je vais encore enlever un cancre et je vais encore enlever un fils de prof et ça fait un 5,49. Hein? Donc, j'ai pas changé grand-chose, là. Je suis toujours à 1,12, mais j'étais à 1,1253 et maintenant, ou d'1,1255 et maintenant je suis à 1,1264. Ça change presque rien. Fait que je décide que je m'arrête là. Ça marche? Je sais maintenant que j'ai un ratio de 1,12640857 qui correspond au différentiel entre l'évaluation municipale et le prix vendu sur les 76 propriétés de Blainville qui ont été vendues entre mars 2025 et décembre 2025, qui avaient les caractéristiques suivantes. Maison à étage, isolée, 4 chambres et plus, 2 salles de bain, garage double, sous-sol 6 pieds plus et piscine creusée. Et maintenant, il dit, tu as un client qui t'appelle et qui dit, bonjour, Monsieur Lopez, je m'appelle Pascal, j'habite à Blainville, j'ai vu vos annonces sur Instagram, j'aimerais ça que vous soyez mon courtier, je voudrais vous rencontrer. J'ai une maison à vendre à Blainville, c'est une maison à étage, isolée, sous-sol 6 pieds plus, piscine creusée, j'ai 4 chambres, 2 salles de bain et un garage double. Vous pensez que ça vaut combien ma maison? Eh ben, en une fraction de seconde, tu peux lui dire, c'est quoi votre évaluation municipale? Puis tu fais fois 1,1264 et tu as une bonne estimation. Une estimation fiable à plus ou moins 5,79%. Ça marche? Donc, à partir du moment où ma donnée est fiable et que j'ai établi que ma marge d'erreur est faible et que mon échantillonnage est homogène pour ce type de propriété-là, pour ce jeu de critères-là, j'ai 1,12,64. Maintenant, j'enlève piscine creusée. Je mets que les 4 chambres sont au même étage. Je mets garage simple. J'ajoute, je dis que c'est un plein pied au lieu d'être un bungalow. Mon ratio va changer. Ce sera plus 1,12. Et je vais devoir tout recalculer sur ça. C'est bon? Là, maintenant, je vous donne un conseil. Le ratio d'1,12, il dit pas que toutes les maisons à Blainville vendent 1,12. D'accord? Pour ce jeu de critères-ci, c'est 1,12. Maintenant, si vous travaillez à Blainville et que vous avez l'habitude d'inscrire ce modèle de maison, votre ratio, il va être fiable pour quelques mois. Vous pourrez vous en servir quelques mois. Parce qu'après, il va se renouveler un inventaire, le prix va monter, le prix va changer, selon la tendance du marché, les prix vont monter, les prix vont descendre. À un moment donné, vous allez avoir des variations. Et ces variations-là, ben, elles vont se refléter dans le ratio, il faudra l'ajuster. Mais vous pourriez dire, dans mon secteur, il y a énormément de condos, 2 chambres,
une salle de bain à vendre. Il y en a énormément. Fait que je me fais un ratio pour ça. La prochaine fois que quelqu'un m'appelle, je sauve 2 heures d'évaluation parce que j'ai un ratio qui me sert à estimer la valeur pour ce type d'immeuble en particulier avec ces caractéristiques-là. Est-ce que j'ai assez Juste, insisté sur l'importance que ce soit un jeu, que le ratio soit relatif à un jeu de critères précis? Pour le moment, je vais revenir sur le ratio, puis je vais regarder des propriétés qui sont en vigueur dans le secteur de Blainville. Donc, je suis juste passé de vendu à en vigueur et je vais aller vérifier dans mes résultats. Je vais en prendre une, n'importe laquelle. Et je vais demander un affichage partiel. Et ben, regardez, il y en a une ici avec une promesse d'achat dessus. Donc, on ne sait pas à combien est la promesse d'achat, mais on sait combien il demande. D'accord? Donc, on va cliquer dessus. On va aller regarder quelle est l'évaluation municipale. C'est 951 400. Alors, allons voir maintenant à 951 400. Ça, c'est le prix de la propriété. Je ne sais pas si j'ai mis des chiffres. 951 400. Donc, voilà, ça c'est des dollars, c'est parfait. Je vais maintenant dire, ben, ça c'est l'évaluation municipale. Je vais la multiplier par le ratio, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais faire toujours plus, c'est la fonction, plus ce montant-là fois le ratio. Et ça va me donner 1 107 000. Attention, prix vendu. C'est pas un prix à vendre, c'est un prix vendu. OK? À ça, il faudrait ajouter une marge de négo. Plus négo, il le veut pas comme ça, un instant, juste pour la forme. Donc ici, plus négociation. Et ça me donnerait un montant ici, je sais pas combien, qui serait le prix affiché. Est-ce que c'est clair? Donc attention, puisque j'ai fait mes calculs sur des prix vendus, j'obtiens un ratio qui me permet de projeter un prix vendu. Après ça, je dois ajouter la marge de négo. N'oubliez pas que la commission est incluse ici. Elle est dans le prix vendu. Donc, si vous voulez savoir combien il reste dans les poches du client, il faudrait faire 1 700 160, non. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, mon Dieu! J'ai oublié de diviser par 100. Ben oui, parce que ça, c'est pas en pourcentage. Donc, attendez, faut que je divise par 100, sinon ça n'a absolument aucun sens. Diviser par 100, hein, évidemment, c'est un pourcentage. Aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, euh, divisé par 100, parfait, ça donne 1 071 665 $. Ça, c'est le prix auquel la propriété devrait se vendre. À combien est-ce qu'elle a été affichée? Tiens, par curiosité, allons voir. Elle a été affichée à 1 195 000. C'est correct, hein? 1 195 par rapport à 1 071 000. On n'est pas loin. Et là, vous allez me dire, ouais, Pascal, attends, il y a plus que 100 000 de différence. Oui, mais attends, c'est que mon ratio, là, ça, là, je l'ai calculé par rapport à la moyenne. Mais je peux avoir une moyenne élevée puis une moyenne basse. N'oubliez pas que entre les deux écarts-types, j'ai un prix qu'on dit normal. 70% des données se regroupent autour de la moyenne, sont dites normales. Et elles vont du plus petit prix au plus haut prix. Ça va? Et ça représente bien ce que je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai ordonné les données. J'ai dit, regardez, ça c'est le moins cher, ça c'est le plus cher. Donc les gens pour le même jeu de critères vont aller visiter la maison à caractéristiques égales, qui est probablement au prix le moins élevé en premier, puis aller voir le prix le plus élevé après. Donc on voit qu'il y a un range de prix qui s'étend d'un minimum à un maximum. Alors faisons ce calcul-là. Donc, je vais simplement déplacer mes cochonneries ici, puis refaire le calcul. Donc, je vais faire ici
L'évaluation municipale, hein, pour qu'on se perde pas, je vais marquer Eval 2025. Donc, je vais prendre ici l'évaluation et je vais la multiplier par le ratio moyen que je sais qui est fiable parce que il était à 5,49%. OK? Et ça, maintenant, je l'exprime en dollars ici. J'ai oublié encore une fois de diviser par 100. N'oubliez pas, hein, vous allez avoir de la misère après. Donc, divisé par 100 et je ne veux pas de virgule. Parfait. Ici. Ensuite, je vais calculer, ça c'est le prix moyen. Je vais aller calculer le prix minimum et je vais aller calculer le prix maximum. Est-ce qu'il y a une idée? Quelqu'un a une idée de comment on va faire ça? Pour aller chercher avec le pourcentage le moins élevé puis le pourcentage le plus élevé. Exactement. Donc, ici, ce que je vais faire, observez mon calcul. Donc, je vais toujours chercher l'évaluation municipale. Et cette fois, au lieu de la multiplier par la moyenne, je vais la multiplier par la moyenne moins le premier écart type. Donc, puisque je suis entre deux bornes, je vais calculer la moyenne moins l'écart. Et ça va me dire c'est quoi le minimum. C'est bon? Et toujours divisé par 100. Ça me donne ici, fatigant celui-là. C'est juste une question d'affichage, hein, c'est pas une question de calcul. Et donc ici, ça me donne 1,012 million. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais la borne supérieure, le prix le plus cher vendu. Donc, je prends toujours mon évaluation municipale, multiplié par, ouvrir la parenthèse, mon ratio. Et cette fois, au lieu de faire moins, je vais faire plus le 6 points quelque chose qui est la borne supérieure. Et comme ça, je vais avoir tous mes prix entre minimum et maximum. Et je vais dire à mon client, la maison pourrait l'inscrire, elle pourrait se vendre entre 112 et 100, entre, oui, c'est ça, 1012 ou 1130. Elle pourrait se vendre entre les deux. Ça va? Et là, le client a dit, ben, écoute, moi, plus je peux en avoir dans mes poches, mieux c'est. Et le courtier a répondu, bon, ben, parfait, on va l'inscrire à 1,195 000 dollars. On va l'inscrire à ce prix-là, puisque vous voulez avoir le maximum. C'est probablement le même calcul qu'il a fait que moi pour se rendre à son prix-là. Donc, son prix est valable. C'est pas une maison qui est surévaluée au niveau du prix sur le marché. On est dans la catégorie des prix les plus élevés, mais peut-être, et c'est là Gerda et Joël que je reviens sur les conditions, peut-être que dans cette maison-là, le toit, les fenêtres viennent d'être refaits. Il y a des plinthes en chêne de 12 pouces, il y a des plafonds de 8 pieds, il y a je sais pas quoi, il y a du marbre partout. Tu sais, peut-être que au bout du compte, et ça c'est par l'expérience, vous allez vous rendre compte que finalement, ben peut-être que cette maison-là, elle vaut un peu plus que la moyenne parce qu'elle a des caractéristiques supérieures à la moyenne. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez dire au client, moi, j'ai aucun problème à aller à vous dire que ça pourrait se vendre avec environ 1,130 000. On peut aller dans le top parce qu'elle le vaut vraiment. D'accord? Par contre, vous rencontrez une propriété où il y a des fils qui pendent du plafond et il y a peut-être une culture cannabis et elle est pas très loin de la zone inondable et puis il y avait des locataires qui ont fait des trous dans les murs. Ben là, malgré la bonne évaluation municipale et le bon ratio, moi je dirais plus proche de 1 million que de 1,130 000. Vous me suivez? Parfait. Fait que là, au moins, on a les bornes et on sait que la maison devrait se vendre. Donc, je vais toujours mettre un point d'interrogation ici. Elle devrait se vendre dans cette zone de prix entre 1,112 000 et 1,130 000. Et je ne suis pas étonné que cette propriété à 1,195 000 ait en ce moment une offre d'achat dessus. J'arrête le partage parce que là, j'ai terminé de vous expliquer la méthode. OK? Maintenant, je vais faire quelques rappels importants. D'abord, cette méthode-là, c'est une méthode mathématique, objective, 100% fiable, puisqu'elle se base sur des données exactes et fiables. Donc, tout ce que j'ai mis dans ma feuille Excel est juste
à 100% sans aucune marge d'erreur est incontestable. Là où ça devient contestable, c'est quand je transpose ces chiffres-là en situation réelle de travail. Quand j'utilise mon 112 et que je dis, votre maison, vu qu'elle a ces caractéristiques-là, elle pourrait se vendre 112. C'est quand je projette l'information. OK? Si vous dites, écoute, moi, toute ma vie, le 14 février, j'étais en couple. À chaque fois qu'il y a une Saint-Valentin, j'étais en couple. Jamais une seule fois, j'ai passé une Saint-Valentin tout seul, à partir de 20 ans. Est-ce que c'est la garantie? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la garantie que ma Saint-Valentin 2026, je vais la passer en couple? Ça, c'est probable. Mais c'est pas sûr. Vous me suivez? Et plus mes données sont fiables, et plus je suis certain que je vais être avec Laurent dans quelques jours. C'est bon? Mais est-ce que je serai encore là l'année prochaine? Puis encore là l'année d'après? Oui, je le veux. Mais chaque fois que je vais projeter mes données dans le futur, je prends un risque, j'ajoute une marge d'erreur. C'est bon? Donc, à utiliser avec prudence, calculer les marges d'erreur, pas de raccourci. Interdit de faire un calcul en disant 1.12, donc je prends 1.12. Faut calculer la marge d'erreur. Parce que si c'est 1.12 avec 20% de marge d'erreur, vous pouvez pas l'utiliser. Vous allez commettre des erreurs, vous allez avoir des expirés où les clients vont perdre de l'argent en calculant vos bornes minimum et maximum. Autre chose, quand vous calculez votre 1.12, il n'est valable que pour un jeu de critères très précis. Vous pouvez pas dire, ben, moi, j'ai fait un calcul sur les cottages de Blainville. Non, vous avez fait un calcul sur les cottages de Blainville qui ont 4 chambres, 2 salles de bain, une piscine creusée, un sous-sol 6 pieds plus, et c'est un modèle de maison à étage, isolé. Donc, à chaque catégorie, à chaque jeu de critères, son propre ratio et sa propre marge d'erreur. Dans ces conditions-là, vous pouvez vous servir de cette méthode-là aussi souvent que vous voulez pour sauver un temps incroyable et ajouter de la précision à vos calculs tout en se basant évidemment sur l'excellent travail que des évaluateurs agréés ont fait pour établir la valeur de base de la propriété. Ça Monsieur, marche? j'ai une question pour vous. Oui, En fait, pour le pourcentage 5,49%, est-ce que vous pouvez expliquer plus au sujet de quel pourcentage est acceptable et pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas compris écart moyenne. C'est en fait, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre 5,49%. d'accord. Donne-moi un instant. On va essayer quelque chose de plus visuel. OK? Donne-moi Ouais. juste un instant. Je dois aller sur Internet faire une petite recherche et je vais revenir avec la bonne information. OK. J'aurais peut-être dû faire ça depuis le début. Partage d'écran. Vous voyez maintenant mon écran. J'ai toujours l'Excel, mais je vous ai ajouté une photo là-dedans. C'est une courbe de Gauss. Donc, c'est celle-là, la fameuse courbe en forme de diplodocus, là. Si j'avais mon crayon pour dessiner, là, je vous ferais un coup ici avec une tête de dinosaure, là. OK? Comme ça, visuellement, vous allez vous rappeler de mon image. Vous voyez ici la ligne au milieu. Donc, ce qui est bleu, c'est ce que j'ai mis ici. Ça, c'est mon échantillon. Mon échantillon ici, il est bleu. OK? C'est ce qu'on voit ici. Et les données qui sont les plus proches de la moyenne, environ 68% ici, là, ces données-là, c'est celles qui sont ici entre les deux. Je vais le mettre ici en plus foncé, comme ça, puis on va écrire en blanc dessus. C'est bon? Donc, vous voyez, les données plus foncées, c'est celles-ci, et les données plus claires, c'est tout l'échantillonnage. Je sais pas, parce que ça n'a pas été classé. Mais je sais que les données qui sont là, c'est celles qui sont là au milieu et qui représentent à peu près 68 ou 70% de l'échantillonnage. C'est ce qu'on va appeler des données normales. D'accord? Et on voit bien qu'ici, il y a moins 1. Tu le vois ici en bas? Le moins 1 et le plus 1. Motion, tu es toujours là? Oui, exactement. Oui. OK, parfait. Regarde, ici en bas, on voit moins 1,
Puis ici, de l'autre côté, on voit plus 1. Eh ben, ce sont les bornes. Ça, c'est la borne moins 1, ce que j'ai appelé ici la borne minimum. Je vais lui donner un nom, on va l'appeler moins 1, comme ça. Ça, c'est la borne moins 1. Ça, c'est la moyenne. Et ça, c'est la borne plus 1. Tu me suis? Ouais. Donc, moins 1 est là, plus 1 est là. On voit que au-delà de 1 130 000 vendus, ça serait rare. On voit qu'il y a à peine 13-15% des maisons qui pourraient se vendre plus cher que ça. Il faudrait vraiment qu'elles aient d'excellentes conditions, qu'elles aient la garantie légale, qu'elles soient pas en zone inondable, qu'il y ait eu des rénaux récentes et tout et tout. Puis on OK. voit ici aussi qu'il y a un autre, de l'autre côté, en bas de 1,12 million, il y a encore un 15% de ventes qui pourraient se faire ou de maisons qui sont à vendre, mais probablement que celles-là, elles sont vendues pour leur terrain ou pour être démolies ou pour faire des flips parce qu'elles sont vraiment dans un état lamentable ou peu importe. D'accord? Parce qu'il n'y a aucun client qui voudrait pas vendre à un prix normal. Et s'il est obligé de vendre à un prix inférieur à un prix normal, c'est parce que sa maison a été négligée ou qu'elle a un problème important. Vous me suivez? Donc, cette courbe-là, elle nous montre un peu, d'une façon mathématique, l'état de l'échantillonnage, l'état, en fait, du marché des comparables à Blainville pour les pour les cottages 4 chambres, 2 salles de bain avec piscine creusée. Ça marche? Alors, le 5% dont tu parlais ici tantôt, eh bien, c'est plus ou moins 5%. Donc, quand tu regardes la moyenne, tu fais plus ou moins 5,49 pour avoir un prix normal. C'est donc 5 000 sur 100 000. Par exemple, si la maison vaut 200 000, eh bien, c'est à plus ou moins 10 000. Si la maison vaut 400 000, c'est à plus ou moins 20 000, parce qu'on est à 5% de la moyenne. OK, d'accord. C'est plus clair pour toi? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Parfait. Avez-vous d'autres questions tant que j'y suis ici sur Excel? OK. Donc, dans Matrix, je récapitule. Dans Matrix, vous allez créer un affichage personnalisé dans mon Matrix pour pouvoir afficher les données que vous voulez. Pour les besoins de secours, vous avez affiché le pourcentage, le rapport, le ratio entre le prix et l'évaluation municipale. Puisque nous avons dans notre échantillonnage prix des vendus, c'est prix vendu sur l'évaluation municipale. Si on avait pris prix affiché sur sur évaluation municipale, parce qu'on avait pris des propriétés en vigueur et non des propriétés vendues, ben, on aurait eu un ratio différent qui inclurait la marge de négociation. Moi, je préfère faire le calcul sur le prix vendu puis ajuster ma marge de négo que de faire le calcul sur le prix affiché. Mais par contre, si vous êtes du point de vue acheteur, ça pourrait être intéressant. Imagine, Elena, tu travailles avec un acheteur, tu vas à Blainville pour acheter une maison et la cliente t'a demandé de lui trouver un cottage, 4 chambres, 2 salles de bain, piscine creusée, sous-sol fini, à Blainville, détaché. Tu dis, ben écoute, ça tombe bien, je connais très très bien ce produit. Généralement, les maisons se vendent à 12, je sais pas combien, 12,64 fois leur évaluation municipale. Donc, tu pourrais faire le calcul. Si tu avais fait le calcul à partir des prix affichés, tu aurais peut-être dit, les maisons sont affichées à environ 1,26 fois leur évaluation municipale. Mais ça te dit toujours pas à combien tu pourras la négocier avec. Donc, le seul renseignement que tu pourrais donner à ton acheteuse, c'est est-ce que c'est bien inscrit ou pas? Et ça vous sera utile si vous allez inscrire des AVPP, des propriétés qui sont en vente avec des privés. Parce que il y a une légende, je vais appeler ça comme ça, une légende urbaine qui dit que ceux qui vont s'afficher en privé, souvent demandent trop cher. Mais ça se prouve, ça. Donc, vous pouvez prendre l'évaluation municipale de ce sujet, appliquer votre ratio et dire, ouais, effectivement, ici, les propriétés s'affichent à 1,28, puis lui, il est affiché à 1,44. Il est effectivement plus cher que les autres. Il sort de la moyenne. Et en calculant la marge d'erreur, donc l'écart type, qui par exemple est de 5%, vous pourriez dire, et en plus, il n'est pas dans la zone normale. Il est vraiment trop cher. Parce que il peut être plus cher que les autres.
Mais là, il est vraiment hors de la zone normale. Qui parle là? Attendez un peu. Faut que je punisse quelqu'un. Je me cherche un coupable. Il va faire des lignes. Ok. Bref, vous voyez, c'était ça le défi du live. Mais c'est toujours un plaisir aussi. Je préfère vous donner la chance d'ouvrir votre micro vous-même puis de m'interrompre n'importe Oui. quand que de vous le bloquer puis de créer des frustrations. Motion, t'as encore une question pour moi. Oui, désolé pour trop de questions. Ne sois pas désolé. En anglais, on dit keep price versus assessment. Est-ce que c'est ça, le ratio prix-évaluation? Oui, c'est ça. OK, d'accord. Il y a une question dans le chat. Quelle est la question dans le chat? Comme on parlait de marge de négociation, d'après votre expérience, ce sera de combien d'après vous? Eh ben, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais je te donne un devoir, Gerda, pour la semaine prochaine. Tu vas faire l'échantillonnage sur les prix vendus, l'échantillonnage sur les prix affichés, puis tu vas calculer la différence et ça va te donner la marge de négo. Et ça va varier d'un secteur à l'autre et d'un type de maison à l'autre. Parce que là, il faut que tu comprennes qu'il y a des maisons qui vont se vendre très, très rapidement. Il y a des produits rares, demandés. Moi, j'ai vendu ma maison à Boisbriand en 2 jours. On avait 5 visites, une offre. C'était au-dessus du prix demandé. Ça a été hyper rapide parce que le produit est très rare. Puis il y a des condos 2 chambres à Laval ou à Montréal qui vont prendre 90 ou 120 jours à se vendre parce que c'est pas des produits rares. OK? Donc là, la marge de négo, elle va varier. Elle varie en fonction de la conjoncture du marché. Il y a des périodes où les gens hésitent. Il y a des marchés d'acheteurs, des marchés de vendeurs. Donc, vraiment, c'est variable. Moi, je te conseillerais de faire le calcul de à combien les maisons, les cottages à Blainville, piscine creusée, 4 chambres, 2 salles de bain avec garage se sont vendus et sont affichés en ce moment, et de faire la différence entre les 2 ratios et de dire, bon, ben, c'est pas compliqué, la différence entre les deux, c'est la marge de négo moyenne. Puis si tu voulais, tu pourrais encore pousser un peu plus loin et dire marge de négo moyenne et calculer la marge d'erreur sur ta marge de négo en disant la marge de négo, elle est de environ 3%, plus ou moins 0,5%. Donc, entre 2,5 et 3,5, on est raisonnable. Et si le client te dit, peux-tu mettre 5% de marge de négo, ben, tu sauras que t'es pas dans la marge. T'es pas dans le marge de négo normal. OK? Il y a vraiment beaucoup de déclinaisons qu'on peut faire avec ces calculs très simples. 2 fonctions Excel, un copier-coller dans Matrix, puis c'est incroyable les données qu'on peut tirer de ça, les connaissances. C'est de passer un peu de temps, de vous amuser avec, de le découvrir. Et puis, si vous avez des difficultés avec ça, mais s'il vous plaît, vous m'appelez, vous restez pas pris avec ça, puis j'espère que ça vous aidera à faire vos évaluations. Je vois que on est pas vos évaluations, pardon, vos estimations de la valeur marchande. Comme ça, je boucle la boucle avec ce que j'ai dit au départ. Je vois qu'il est proche d'11h30, donc je vais laisser partir ceux qui veulent partir. Je vais rester avec vous jusqu'à midi. Si vous avez des questions, je serai le dernier à fermer la salle. Je vois que Eddie en a une. Merci pour votre présence. Que Je voulais cela juste vous te soit remercier, utile. Pascal. Tu Merci comprends parfaitement beaucoup. le concept. Bravo, merci. Hein. Merci, au revoir, bravo. Merci à vous. Tant mieux. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Merci à vous, merci.